Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Mickaël, merci de m'accueillir. Ça fait Écoute, plaisir. bienvenue dans cette étude de cas. L'idée, ça va être que tu expliques ton parcours d'investisseur, les sujets, les questions par lesquelles tu es passé, les investissements que tu as fait, comment tu as rebondi, comment tu t'es adapté à tout ça, pour que ça puisse bénéficier à ceux qui nous regardent. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton premier investissement et qu'est-ce que c'était, comment tu t'y es pris? Ouais. Alors, quand j'étais avec mon épouse, on a voulu acheter une résidence principale. Alors, on n'était pas au fait de l'investissement, mais c'était ce que la plupart des gens font, je pense. Et ils pensent à leur résidence principale, ils pensent à un investissement. Alors, j'avais quand même l'idée, j'avais quand même envie de faire de la location immobilière, mais sans savoir comment. Donc, on a acheté un bien, une maison de ville sur 3 étages. Et elle était déjà prédécoupée au moment où on l'a acheté. Donc, on s'est dit que si jamais on partait, ce serait peut-être une bonne possibilité pour commencer à faire la location. Donc, on était plutôt dans une idée de location nue, classique, parce que c'est que ça qu'on connaissait ou on avait entendu parler. Ok. On a vécu dedans. C'était quand ça alors? En 2009. En 2009. 2009. En 2009, on achète notre première maison. Donc 97, t'as dit 97 mètres carrés, c'est ça? Ouais, 97 mètres carrés sur donc un rez-de-chaussée, premier étage, et puis sous toit un deuxième étage. Ok. Donc on a fait des aménagements déjà préparés. En fin de compte, il y avait déjà un studio qui était déjà prêt en bas, et on avait accès après à l'étage avec cuisine, salon et au-dessus 2 chambres. Donc nous, on a refait 2 chambres en bas pour qu'il y ait 3 chambres en tout en bas, la cuisine, le salon, et puis on a vécu, et une salle d'eau en haut aussi avec les 2 chambres. Donc on a vécu, on avait à cette période-là, on venait juste d'avoir notre fils ensemble, et ma femme en avait déjà 3, donc on était à 6 dans la maison. Okay. Et donc voilà, on a vécu comme ça, et c'était chouette, on était vraiment bien. Et puis on a commencé à avancer dans nos projets professionnels et aussi de vie. Et là on s'est dit tiens, on a un appartement en bas, et si on essayait au moins de vendre, de louer pour voir si on peut racheter autre chose et après louer l'ensemble. Donc on a loué l'appartement en bas. Donc on s'est mis nous juste sur le premier étage et le deuxième étage avec notre petite famille. Donc un petit sacrifice, mais ouais, c'est ça. C'est déjà c'est intéressant de le relever pour les gens qui nous regardent, qui se demandent c'est quoi le type d'effort ou de sacrifice qu'on peut parfois être amené à faire. Là, donc vous choisissez d'habiter dans 60 mètres carrés à 6. À 6, ouais. Alors avec 3 enfants qui avaient 8, 7, 6 et puis un qui venait de naître. Ouais, donc ils étaient assez petits, c'était encore jouable. Ouais, c'était encore jouable. Donc nous, on a dormi, on avait acheté un canapé lit, donc on dormait dans le salon et on a fait en sorte que les enfants puissent être dans les chambres en haut. Et puis le petit, donc il était souvent avec nous, donc voilà, on a tenu, je crois, ça a duré 6 mois. Et puis on s'est dit, tiens, allez, c'est bon, l'appartement il se loue en bas. Je suis sûr qu'on peut arriver à louer au-dessus. Il est chouette, c'est sympa, donc on a décidé d'aller voir pour acheter une maison aussi encore. Ou, je sais plus, c'était une maison. Et les banques nous ont pas suivis à l'époque. D'accord. Moi, Pourquoi à mon compte et j'avais pas de bilan. J'étais à mon compte et j'avais pas suffisamment de bilan. Je venais de lancer mon activité il y a pas trop longtemps et donc les banques me suivaient pas du tout. D'accord. Donc on a décidé de faire une stratégie. On s'est dit on se met en location et on met nous on va en location et on met en location le temps que les choses se mettent en place et que une banque puisse nous suivre pour acheter. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que du coup, tu n'arrives pas à acheter à ce moment-là, mais tu avances quand même, tu trouves une autre solution, c'est de partir toi-même en location avec ta famille pour pouvoir quand même mettre en location la maison que vous habitiez. Alors c'est ça aussi, hein, donc il y a le fait de s'adapter, mais il y a aussi le sacrifice de quitter sa résidence principale quand même, qui est chez vous, que vous avez acheté pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça malgré les inconvénients et les changements que ça vous impose, quoi?
Alors, moi, je dirais deux choses. Alors, moi, je lis quand même depuis un moment. Je suis dans le développement personnel depuis un petit moment j'ai lu quand même beaucoup de choses. Et puis, il y avait une chose qui m'avait marqué dans un livre. C'était que la personne qui avait écrit le bouquin disait, moi, je n'ai pas de résidence principale. Faut pas acheter de résidence principale. Vaut mieux que les investissements que vous ayez vous payent votre logement entre guillemets. Et donc le gars précisait, moi je vis dans un super appartement, mais par contre j'ai plein d'immeubles et plein d'appartements. Et moi ça m'est resté dans ma tête. Je me suis dit, je préfère être en location et voir si ça peut fonctionner aussi comme ça. Mais vraiment, tu vois, j'avais pas de connaissances pratiques, mais je me suis dit, je vais aller dans cette idée-là. Et je me suis dit, si jamais la maison peut se rembourser, peut payer le crédit et les frais, ça peut être cool. Mais quand on l'a fait, ça l'a pas fait du tout. Ça l'a pas fait. On devait verser quand même chaque mois de notre poche. J'ai plus les chiffres en tête, mais je sais pas, on devait toujours verser au moins 200, 100, 200, 300 euros de notre poche chaque mois, même si les deux appartements, parce qu'on avait fait que 2 appartements à l'époque, donc un studio et un duplex, donc qui a été loué en colocation. Donc c'était plutôt bien, mais malgré tout, on avait toujours à verser la taxe foncière. C'était pas, on devait la payer et on devait verser toujours un peu d'argent pour payer le crédit. Ouais, d'accord. Donc là, le crédit, vous aviez fait quoi sur 20 ans classique à l'époque, tu te souviens? Oui, on doit être sur 20 ans, ouais. Ouais, okay. Donc, 2009, je suis en 2029, ouais. Ouais, donc vous deviez avoir un taux à l'époque de 5% ou un truc comme ça. Et alors, je sais que je paye 820 euros par mois. On pourrait calculer, mais voilà. Mais grosso modo, c'est que vous deviez avoir une renta à peu près de l'ordre de 5%, quoi, à peu près. Grosse maille, Donc, ce qui fait que du coup, tu te retrouvais à devoir compléter tous les mois. Ce qui est bon, c'est toujours pareil, c'est pas une mauvaise chose en soi, ça reste un bien qui est remboursé en majeure partie par les locataires, etc. Mais c'est pas ce qu'on vise. Mais sur le moment, c'est mieux quand il y a du cash flow, ouais. Évidemment. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous partez en location. Ce qui se passe ensuite, c'est que donc ça se met en place et je continue à réfléchir, à essayer de m'informer. Je me suis pas formé encore jusque-là. C'était plutôt de l'information. Après, j'ai commencé aussi à te suivre, à faire attention à ce que tu disais, à écouter tes vidéos. J'ai aussi fouillé un peu partout. Et puis, qu'est-ce que j'ai décidé? C'est en 2017. En 2017, je passe le pas et j'achète ta formation. Okay. Réussir son premier investissement immobilier. Je me suis dit, je l'achète quand même parce que même si j'ai déjà l'investissement, je me suis dit, dans tous les cas, ça me servira si je veux en racheter un autre. En tout cas, la stratégie que j'avais mis en place, c'était pas celle de son premier investissement, mais je me suis dit, je vais apprendre des choses dans tous les cas. Et en effet, au bout en suivant les modules, mais assez rapidement, ça a bouillonné dans mon esprit et j'ai changé ma stratégie. Donc, j'ai investi, j'ai découpé l'appartement du haut qui était en duplex. J'ai juste fait la cuisine qui était assez grande, je l'ai coupée en 2 et j'ai fait une salle de bain et une cuisine. Et j'avais une pièce séparée, salon, chambre. Ça fait un bel appartement. Tu t'es dit, toi, de ce que tu as vu dans le programme, les idées qui t'ont sont venues, ça a été donc d'optimiser le bien que tu avais déjà. C'est ça, de l'optimiser parce que l'appartement du bas a été loué assez facilement, mais en nu. Et j'ai eu des locataires qui se sont enchaînés à l'époque. Et j'avais pas fait la formation avant. Donc là, j'ai des locataires depuis 2017 là qui sont là, donc ils partent là. 5 ans, c'est bien. Ils partent là et là courant janvier. Et donc là, je me suis dit cool, je vais pouvoir. Là, l'appartement il est à refaire totalement et je vais le refaire pour que ce soit aussi pouvoir le mettre en Airbnb. Okay. Donc là, c'est le principe. Et donc j'ai mis en Airbnb. J'ai mis en Airbnb l'appart du milieu et au-dessus, comme moi je travaillais, j'ai fait un bureau et je l'ai loué à une sophrologue. Donc comme ça, j'avais 2 bureaux
moi, je pouvais quand même bosser dedans. Un logement qui me rapportait beaucoup plus que j'aurais pu imaginer. D'ailleurs, j'ai mis, je me rappelle, c'était au mois de juin, et c'était un mardi. Je mets sur Airbnb, j'avais fait quelques photos et je mets l'annonce. J'avais même pas fini, j'avais même pas acheté la literie, rien, mais je mets l'annonce. Je me suis dit, parce que je suis dans une petite ville, je suis à Sens, une petite ville, et je me suis dit, bon, on verra bien. Airbnb, je suis pas très sûr qu'à Sens ça marche, mais bon, je vais tenter. Et en fait, le soir même, combien d'habitants à Sens? on est à 30 000, et puis avec l'agglomération, la communauté d'agglomération, ça va jusqu'à 60 000. D'accord. Oui, donc c'est quand même de bonne taille. Oui, oui, ok. Ouais. On n'est pas très loin de Paris, c'est plutôt pas mal. Et donc le petit courir acheter la fin du meuble, de faire la déco en mode express, et depuis ça n'a jamais désempli. Ok, bon, génial. À part la période Covid qui a été un peu plus délicate, mais bon, et encore ça a été quand même. Et alors tiens ouais. sur ce type d'emplacement, c'est quoi les types de publics qui viennent? Tu vois, est-ce que c'est entre touristes professionnels ou pour des raisons? Ça va dépendre un peu les périodes. Il y a du tourisme, des gens qui viennent passer un week-end. Voilà, ils sont pas très loin de Paris. On a une belle cathédrale. C'est un peu mignon la ville. C'est sympa. Il y a pas énormément de choses à faire, mais pour quelqu'un qui veut se prendre un petit moment tranquille, c'est plutôt pas mal. Et puis il y a quand même pas mal de gens qui viennent pour bosser. On a beaucoup de gens qui viennent bosser sur des sessions un mois, des fois 15 jours, ou des fois ils viennent sur plusieurs semaines, mais ils viennent et puis ils repartent, ils laissent le week-end, et puis voilà, ça bouge un peu comme ça. Donc il y a des gens qui sont aussi en reconversion, donc ils viennent ils déménagent, le temps qu'ils récupèrent leur appartement ou leur maison ou ce qu'ils ont acheté, et ben ils prennent un Airbnb. D'accord. Et puis des étrangers qui viennent en visite. Et vraiment, je te remercie, vraiment, je te remercie parce que c'est un truc de fou. Jamais j'aurais pensé. Et j'ai donné les indications à d'autres amis qui sont passés en Airbnb et qui ont, ça leur a changé la vie aussi, en tout cas par rapport à la location. Par rapport aussi au fait c'est tout bête, mais malgré tout, les appartements, on les récupère vachement plus propres que. Alors, il y a des gens qui sont pas très propres, j'avoue, c'est vrai, faut prendre en considération. Mais comparé à quelqu'un qui va vivre pendant 5 ans, où là, c'est la misère. L'appartement, faut tout refaire. Là, au moins, voilà, je trouve ça plus sympa. Le fait de donner les clés parce que les gens ont payé, ça change la donne aussi, que donner les clés et puis tu sais pas quand est-ce que les gens vont te payer. Donc ça donne un soulagement. Donc merci pour ça, parce que ça a changé la donne. Ça a fait en sorte que déjà on versait plus d'argent. Et puis dernièrement là, c'était en 2020, j'ai fait des travaux. Justement, j'ai profité du Covid où la personne qui louait le bureau l'a arrêté, et moi j'ai changé aussi de vision de business model. Donc maintenant je travaille aussi en ligne pour mes accompagnements de coaching, et donc j'avais plus besoin de mes 2 bureaux, et là j'ai ragrandi la salle d'eau. C'était une salle d'eau, j'ai pris 1 mètre pour faire une belle douche dans la chambre. Donc la chambre est toujours super sympa. J'ai un beau petit salon, on a rajouté une cuisine, il y avait une sorte de petit grenier, on l'a pété, on a mis une cuisine. Et puis pareil, ce logement il désemplit pas depuis que je l'ai mis en location. Et là pareil, ça a démultiplié le tout. Aujourd'hui, je regarde pas trop. Ça paye ma taxe foncière, ça paye mes impôts sur le revenu foncier, et puis ça me paye mon crédit, et mon compte, le compte il est toujours créditeur. Voilà. Donc c'est super cool. Et le bien se paye tout seul, quoi. Du coup, ce bien-là, c'est toi qui le gères en direct? Tu as une concessionnerie? Ouais. Non, pour le moment, je le gère en direct. Alors là, on est en train de changer un peu de projet, et c'était une question aussi que je pouvais me poser. Là, on souhaite le vendre. Parce qu'on souhaite bouger, et c'est ça. Par rapport à la gestion à distance, je suis pas tellement opérationnel encore. Je sais pas trop comment le faire, et je ne sais pas aussi si là j'ai pas fait les calculs pour voir aussi en termes de rentabilité si ça vaut le coup par rapport à ce bâtiment. Donc j'étais parti plutôt dans l'idée là de le revendre pour racheter, mais en faisant les choses correctement, puisque là j'avais acheté ma résidence principale sans connaître. Voilà, c'était. Donc j'aimerais le faire avec une autre dimension.
Ouais, d'accord. Oui, après, il y a sûrement une conciergerie qui peut faire ça pour toi dans ta ville. Généralement, c'est 25-30% du chiffre d'affaires qu'il faut les rémunérer. Mais l'avantage, c'est que ton business peut continuer à tourner sans toi. Donc, c'est pas négligeable. En fait, si tu veux, la question, il faudrait l'aborder sous l'angle c'est quoi la plus-value que tu peux dégager sur ce bien-là. Aujourd'hui, tu l'as en nom propre, j'imagine, c'est ça, si tu l'as acheté. Ah, c'est ça. Donc là, tu rentres. Alors, c'est dommage parce que là, tu l'as acheté en 2007. 2009, pardon. Donc tu vas rentrer, ça fait 14 ans. Tu vas commencer à t'approcher de la zone où tu peux avoir, parce que tu seras à la plus-value des particuliers normalement, si je me trompe pas. Tu sais que c'est dégressif en fonction du nombre d'années de détention. Donc tu es juste à la porte où chaque année tu vas payer de moins en moins d'impôts sur la plus-value que tu feras. Donc c'est un critère à prendre en compte. C'est un critère à prendre en compte malgré tout. Et puis de voir le montant de cette plus-value, quoi. Est-ce que ça te permet est-ce que tu es dans l'obligation de vendre pour réinvestir ailleurs et quel type de projet ça te permettrait de faire là où tu vas tu vois. Bon, moi après il y a une question aussi de philosophie personnelle. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance quand j'ai fait le travail quand je fais le travail, l'emplacement est bon, le projet est bon, ça tourne. J'ai rénové, je sais comment ça a été rénové, tu vois, c'est en forte maîtrise, on va dire. J'ai plutôt tendance à me dire, OK, sauf si j'ai vraiment une très bonne raison, je vends, mais c'est pas ma préférence. Mais après, je sais qu'il y a des investisseurs qui préfèrent investir près de chez eux, qui préfèrent des fois se séparer de projets qu'ils considèrent comme aboutis et plus optimisable. Ils préfèrent les vendre comme ça parce que tu pourrais probablement très bien le vendre, ce bien-là, à un investisseur parce que c'est typiquement un produit d'investissement. Donc, il y a des investisseurs qui vont considérer qu'il vaut mieux se séparer d'un bien optimisé et repartir sur un nouveau projet pour refaire une création de valeur, tout simplement. Donc, les deux se défendent bien. Les deux se défendent bien. Ouais. Du coup, c'est une réflexion actuelle, en tout cas. Et à la suite de ça, du coup, vous avez réinvesti. Comment ça se passe là depuis Alors, c'était un peu délicat. On a acheté le restaurant en 2017. Toi, on a pris le restaurant et puis ta formation. Alors attends, donc en 2017. Oui. En 2017, avec ma femme, on a acheté un restaurant. Vous avez acheté un restaurant, donc pour devenir restaurateur. On vit au-dessus. Ouais, on est restaurateur. Donc vous êtes restaurateur. Là encore. Et donc un super endroit. C'est un lieu qui est assez extraordinaire, en tout cas à Sens. On a c'est une super terrasse, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique, avec de la super cuisine, donc à faire. On fait vraiment attention à nos produits et ainsi de suite. Et donc le tout était à vendre, le fonds de commerce et les murs. Mais à l'époque, les anciens propriétaires en voulaient. Pour nous, c'était beaucoup trop cher par rapport à l'investissement. Donc on a acheté le fonds de commerce quand même. Et voilà, on a commencé à faire le business. Pour le moment, on était plutôt dans cette optique-là. On se disait qu'on allait réinvestir à un moment ou à un autre, mais on n'a pas fait d'autres investissements. Alors, si entre-temps, juste avant, on avait acheté un appartement, j'ai oublié, on a acheté un appartement dans une copropriété, avec une optique de pouvoir mettre en place aussi quelque chose. Et en fin de compte, l'opportunité du restaurant est arrivée, donc ce logement-là, on l'a revendu pour avoir des fonds pour pouvoir aussi enclencher le business. Donc voilà, ça a été on a enclenché sur 2 opportunités à la suite et donc là on est sur le restaurant. Avec le Covid, on a eu une réflexion, c'est que comme on habite au-dessus, c'est un logement de fonction. Si le restaurant, à l'époque, on n'avait aucune certitude, donc on était vraiment dans le vague. Donc on a décidé de quand même investir et d'acheter quelque chose pour pouvoir faire vivre notre famille. Parce que si le restaurant coulait à l'époque, on savait pas trop, c'était un peu tendu. On avait plus de business et puis plus de logement puisque ça faisait partie, c'était ensemble. Oui. Donc on a acheté une maison. Une petite maison sénonaise en bord de Lyon l'année dernière
donc à un prix toute concurrence là, qui était vraiment top. Juste, il fallait refaire un peu des gros travaux sur des fondations. Donc c'était fait. Et puis voilà, l'investissement qui était plutôt d'ordre personnel encore. Moi, ça ne me satisfaisait pas spécialement parce que je préfère investir et mettre en location, mais pour ma femme, c'était important pour la sécurité. D'accord, donc vous avez acheté cette maison que vous gardez, que vous habitez, que vous louez Alors, on l'habite pas, il y a encore des travaux à faire. Et comme là, on a mis aussi le restaurant en vente, là, on est en mode de changement de projet. D'accord. Donc, avec une envie de bouger, peut-être s'expatrier un peu. Donc voilà, là, le projet était plutôt on vend tout. Et puis après, on repart sur quelque chose de nouveau. D'accord. Donc la maison, vous comptez la revendre aussi à l'issue des travaux. Ouais. Ok. Donc là, comme on n'a pas fait les travaux, on tente de la vendre avec une plus-value, une petite plus-value, mais sans y mettre d'énergie, sans y mettre d'argent. On a juste fait ce qu'il fallait pour que déjà là, elle reprenne sa valeur propre. Et donc on voit ce que ça donne. S'il faut, on fera quelques travaux dedans et on verra quelle plus-value on peut avoir. D'accord. Donc en location, je suis pas sûr. Cette maison, vous l'avez achetée, tu dis, avec un problème de fondation, c'est ça? De fondation, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est. Ouais. Ce que j'entends, c'est que tu as acheté un problème et que tu le résous, ce qui amène souvent à la création de valeur. Et quand on parle de ça, ça fait peur aux gens. Donc c'est bien que tu décrives un peu le. La maison est vraiment magnifique et alors elle est pas très grande, hein, elle doit faire 135 mètres carrés, 140 mètres carrés. Elle a 600 mètres de terrain. Et on est au bord de Lyon, donc on a une super vue. Et donc c'est un charme des années 1920, une petite maison vraiment typique. Et donc il y a eu un affaissement de la façade. Donc quand l'agence immobilière a voulu la mettre en vente, il avait mis à l'époque, je sais pas, c'était 190 000 euros. Et à partir du moment où ils ont fait venir les experts, ils ont fait exploser les budgets, donc il y a eu plein de visites, normal, vu l'emplacement, le cadre, elle est à côté de la gare, à côté du centre-ville, il y a tout. Et donc en fin de compte, elle a jamais été vendue. L'agent immobilier, il en avait ras-le-bol, même quand ma femme l'a appelé pour lui dire qu'elle voulait voir la maison, il lui a dit non mais il y a trop de travaux. Il était complètement dégoûté. Donc on y a été et on a fait venir notre beau-frère qui est maçon et il nous a dit moi je vous fais les fondations et voilà. Donc il y avait vraiment pour une grosse somme, les experts avaient fait une grosse somme, nous on l'a fait faire là, ça y est, elle bouge plus, elle est nickel et on l'a acheté la maison 107 000 euros. Ah, donc vous avez proposé beaucoup moins. Ouais, on a acheté 107 000 euros et on a fait faire les fondations qu'il y en avait pour un tiers du prix de ce que était proposé. Donc en tout là, avec ce qu'on a mis travaux et puis frais de notaire, on en est à 135 000. En tout, on l'a acheté 135 000 avec les travaux de la fondation, voilà. Et là, on la met en vente. On veut pas aller en dessous de 150 000. Donc avec frais d'agence, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est juste une expérimentation. Donc là, on est plus sur une stratégie, je dirais, achat-revente. Hein. Mm-hmm. Et on voit ce que ça donne. Donc histoire de juste faire une plus-value sans avoir fait quoi que ce soit. Je trouvais ça plutôt aussi intéressant. Oui. Alors, vous devriez probablement proposer un prix plus élevé pour commencer. Ouais. Ok. Intéressant. Déjà, si elle était en vente à 190 au départ. Vous la remettez à ce prix-là avec le problème résolu. Je pense que c'est pas déconnant, mais juste on a résolu le problème, mais on a commencé déjà si tu veux, on a commencé dans notre optique, on avait commencé à retirer ce qui n'allait pas. On a viré la cuisine, on a viré un peu les murs parce qu'il fallait refaire toute l'isolation. Dans notre optique aussi au départ, c'était de la réisoler ainsi de suite. Donc on l'a mis un peu à jour quoi, l'intérieur. Donc voilà, ça fait. Je ne sais pas si ça peut faire un peu peur aux gens, je ne sais pas encore. Là, il commence à y avoir quand même quelques visites, mais. Ouais, non, après ça va attirer forcément. Okay. Mais je prends note. Hein, Le public, typiquement, ce genre de produit, ça va être la personne qui veut CRP, qui sait bricoler et que ça, voilà, ça n'effraie pas. Ouais. Mais bon, voilà, ok.
Ok, bah je prends note. Hein, ouais. Si tu peux gagner 5 ou 10 000 euros de plus, voilà, Ouais, carrément. ça peut être pas mal. Ok. Et du coup, ouais, c'est quoi après tu parlais de projet un petit peu de reconversion ou de réorientation, Alors bon, on a eu différentes choses. Hein, on a vécu quelques. Alors il y a eu le Covid qui a joué très fort sur notre business au niveau de la Ouais. restauration. Hein. Ah On ben a été oui. bloqué et puis là c'était un peu tendu. Donc ça nous a un peu calmé quand même. Après, on a vécu aussi des choses, peu importe, des histoires familiales assez intenses émotionnellement et qui ont fait remettre un peu à jour notre vision de la vie et de encore actuellement. Voilà, c'est des personnes autour de nous, voilà, qui tombent malades et on se dit mais waouh, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'il faut qu'on taffe? Est-ce qu'il faut qu'on se mette à fond pour qu'après il se passe plus rien? Donc on s'est dit peut-être on va profiter un peu plus de la vie. Donc voilà, là le projet est pas encore tout à fait au clair. On est en train de travailler dessus. Néanmoins, on vend le restaurant, ça c'est sûr. La maison on la vend. Le bâtiment, ben voilà, on va essayer de le vendre. Si on le vend pas, dans tous les cas, moi je fais les travaux en bas et je continue à le faire fonctionner. C'est un petit immeuble de rapport, hein, fait avec 3 appartes. Et puis j'aimerais pouvoir réinvestir, mais ça va dépendre de là où on va aller. C'est pas encore précis. On est en train en ce moment de travailler sur notre projet de vie, quoi. Donc voilà, j'ai pas plus d'éléments, mais dans l'optique quand même. J'aurais aimé avoir au moins, par rapport au calcul que j'ai pu faire, hein, mais avoir une dizaine de logements, ça aurait pu être vraiment sympa pour avoir les revenus passifs suffisants pour l'avenir et pour nos enfants. Voilà, c'est l'objectif en tout cas que j'ai pu moi me fixer. D'accord. Ouais, ok. Les... Alors j'aimerais pouvoir faire comme tu as fait, hein, mais je trouve que c'est là je sais plus à combien tu en es de biens que tu as et que tu gères, mais voilà, Mais je suis à plus de 45. Ouais. Et je me pose la question, mais comment tu gères tout ça? C'est assez simple en fait. Hein, c'est simple. Il y en a 2-3 qui sont en agence. Ou d'ailleurs, l'année dernière, ça se passait plutôt bien, mais l'année dernière, ça a commencé à moins bien fonctionner. Mais bon, c'est une agence, ça m'étonne pas. C'est au bout d'un moment, ça, voilà. Mais ça, je vais corriger. Et tout le reste, tu sais, j'ai un gestionnaire privé que j'ai recruté, quoi, Ok. qui s'occupe que de mes biens. Et moi, je m'occupe de la partie administrative, des baux, valider les devis, et voilà. Et donc, ça se passe très bien comme ça. Hein. En moyenne, je l'avais mesuré, hein, ça me prend, je crois que c'est 6 heures ou 7 heures par semaine de gérer tout ça. Donc, ça se fait facilement. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Carrément. C'est carrément pas mal. Si tu veux, dans ce que tu as commencé à faire, moi, le sentiment que ça me laisse, c'est que je me dis, tu as une zone que tu maîtrises, dans laquelle tu as réussi à trouver 2 projets qui étaient bien. Alors, la maison, même si c'était pas l'optique au départ de la louer, je me dis, ce que je ferais à ta place, évidemment, c'est avec plaisir. c'est de renforcer, tu vois, c'est de dire, OK, la zone est bien, je la connais. Si tu es confiant dans cette zone, tu vois, sur un horizon de 10 ans, quoi, au plus, et dire, autant essayer de racheter un truc maintenant. En plus, tu as encore ton activité pro, t'as pas encore vendu, donc vis-à-vis des banques, peut-être que tu peux encore emprunter, tu vois. Optimiser les travaux au rez-de-chaussée, peut-être finir les travaux de cette maison et la louer pareil, et racheter probablement un petit immeuble de rapport. Typiquement, tu rachèterais, je pense, la même chose que le premier, mais avec une vision investissement dès le départ. Airbnb, et puis voilà. Hein. Une maison comme ça, là, tu loues des maisons aussi Oui. Je sais pas trop en termes de, tu vois, je me rends pas trop compte. J'ai un peu de tout, mais la maison, tu peux
Sur une maison de 130 mètres carrés, l'idéal, ça va être peut-être de la diviser tout bêtement, hein, et d'en faire deux, trois appart Airbnb. Hein. Ouais. Et typiquement, hein, tu vois, de reproduire ce que tu as déjà fait. Hein. Ouais. Tu vois, tu la gardes, tu fais, dans l'idéal, tu la divises de manière à pouvoir la remettre en maison assez facilement le jour où tu voudrais éventuellement la vendre. Dans l'aménagement, tu peux essayer de faciliter un peu, de penser à cette étape-là après. Mais tu la divises, trois apparts, Airbnb, et puis voilà. Hein. Et comme ça, tu te retrouves avec 3 apparts de plus. Hein. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé du tout. Je la voyais pas en la divisant, mais. Moi, alors j'ai une maison que j'ai, mais qui est un petit peu particulière parce que je l'avais achetée pour y habiter. J'y l'ai habité 2 ans. Et maintenant, je la loue. C'est une maison neuve, donc j'ai pas envie de transformer l'intérieur. Et puis elle s'y prête pas de toute façon. La manière dont elle est conçue. Mais je la loue en colocation aujourd'hui, 3 chambres. Okay. Et c'est pas une rente extraordinaire, mais on est sur l'autofinancement, quoi. Voilà. Ouais. Et pour une maison neuve, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal du tout. Voilà. Mais d'ailleurs, je suis en train de tester un truc en ce moment. Je fais tout le temps des tests sur les prix, les stratégies et tout. Et là, le test que je fais en ce moment, c'est que je suis à peu près convaincu que je peux la relouer au même prix que ce que j'ai en colocation aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé post-Covid, etc. Donc, je pense que je peux la relouer au même prix que ce que je la loue en colocation. Comme ça sera un peu moins de gestion, parce que la colocation est quand même une petite turnover. C'est une gestion supplémentaire, Tu as moi j'ai 3 chambres, donc 3 locataires au lieu d'en avoir qu'un seul. Voilà. Donc, j'ai essayé de me simplifier un petit peu la vie encore là-dessus. Je vais voir ces petits tests en cours. Mais ouais, tu vois, c'est la réflexion qui me vient en t'écoutant raconter cela. Je me dis, tu garderais ta maison actuelle, elle est rentable, 6 ans encore et puis elle est remboursée. Ouais. Tu vois, et je me dis, l'autre maison que tu viens d'acheter, tu l'optimises 3 logements. Il va y avoir un ticket de travaux significatif, mais voilà, dans un pas, 60 à 80 000 euros à la louche, quoi. Mais pour ce prix-là, tu te retrouves avec 3 apparts Airbnb. Ça se regarde. Ouais. Ça se regarde. Okay. Et de toute façon, tant que tu as ce projet en cours, racheter autre chose, ça risque d'être compliqué avec une banque, parce qu'ils vont voir que tu as acheté un logement. Alors, c'est ta RP, mais tu habites quelque part, donc tu vois, ça tient pas. Enfin, ils vont se demander pourquoi tu as deux logements si tu habites au-dessus du restaurant. Et voilà. Donc, tant que c'est pas loué ou vendu, refinancer, ça sera forcément c'est comme toujours, hein, pas impossible, mais très compliqué. Donc, peut-être pas mettre d'énergie là-dessus, mais c'est l'option qui me vient. Voilà. Ok. Je prends note. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça me permet aussi de penser différemment. C'est ça aussi le but. Et c'est ce qui fait pour moi toute la différence. À un moment donné, quand tu ouvres des portes, ça permet aussi d'aller chercher, de réfléchir différemment. Ouais, c'est clair. Et après, en termes de structuration de tout ça aussi, t'as pensé à ça, ou t'as des pistes à ça. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu veux revendre, tu vois, pareil, c'est-à-dire en te disant je veux racheter avec une SCI, les enfants, ou ce genre de sujet, ou... Là c'est ce vers quoi là, comme on était parti dans le fait de partir, mais après c'est vrai que s'il y a possibilité de le mettre dans une gestion, à un moment donné on s'était posé la question aussi, c'était ça aussi, c'était de se dire peut-être là, c'était une question que je voulais, et c'est vrai qu'elle m'était sortie de la tête. Mais on s'était dit, on monte une SCI et la SCI rachète l'immeuble de rapport en fin de compte, et nous ça nous fait du cash pour pouvoir refaire d'autres choses, et on garde quand même le bâtiment. Et voilà, c'était la question que je me posais. Je me suis dit, mais ça, ce serait le top, quoi. Et je m'étais dit même refaire la même chose avec la maison, mais après je ne sais pas trop. J'ai pas assez de connaissances par rapport à ça, et les banques
dans quelle mesure elle pourrait nous suivre par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle puisse nous suivre. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse se faire. Ouais. Oui, alors c'est le rachat soi-même, donc OBO, Owner Buyout, ça fait toujours bien en soirée, les acronymes en anglais. Et effectivement, c'est le rachat soi-même. La banque, c'est des opérations qu'ils pratiquent couramment. Pour qu'elle accepte, parce que parfois la banque peut le refuser si dans le sens où elle te finance ta trésorerie d'une certaine manière, c'est-à-dire parce que ça reste entre toi et toi-même. Ouais. Et évidemment, ça, elle va te dire, quand tu discutes avec les banquiers qui te parlent un peu franchement, ils vont te dire on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour vous financer votre trésorerie. Mais par contre, si t'as une bonne relation bancaire, que tu concentres toutes tes, tu prends des services chez eux, tu es un bon client, et que tout cela rentre dans le cadre de la réorganisation vraiment de ton patrimoine, ce qui serait ton cas, c'est-à-dire tu peux dire voilà, j'ai acheté ça en nom propre avec mon épouse, maintenant on a des enfants, en plus voilà, il y a des enfants de son côté, vous avez des enfants ensemble, donc c'est bien d'organiser un peu votre patrimoine par rapport à ces questions-là aussi. Donc ça, la banque va tout à fait le comprendre, et donc dans ce cas-là, elle acceptera de financer par rapport à cette question-là. Après, il va rentrer la question derrière de à quel prix vous le vendez à votre SCI, parce qu'il faut le vendre à un prix de marché, hein, parce qu'il n'y a pas de choix. Et du coup, la SCI va être assez endettée, ce qui fait que la renta de ton bien va forcément baisser, parce qu'il va probablement être moins rentable dans la SCI que ce qu'il est aujourd'hui, parce que tu risques de le vendre plus cher. Tu vois, il y a ces questions-là qui entrent en ligne de compte. Par contre, toi, tu sors avec du cash, donc tu peux refaire autre chose. Ça, c'est bien. Mais donc, tu vois, il y a une double dynamique entre le cash que tu sors, la SCI qui va se retrouver avec un bien qui sera moins rentable. Donc, tu vas repartir sur probablement 20 ans, tu vois, avec cette optique-là. La relation avec la banque, il faut évidemment travailler pour dire, voilà, on réalise le patrimoine. J'ai du coup deux rachats de prêts à faire. On monte, je sais pas, une SCI ou deux, et puis on met ça dedans, voilà, il y a les frais de notaire à payer en plus, tu vois, il y a pas mal de choses. Le prêt sur le premier bien, tu l'avais fait racheter déjà, tu l'avais renégocié? On l'avait renégocié, ouais. J'ai plus mais le taux était plutôt pas trop mal, je crois. Je vais peut-être dire des conneries, mais je crois qu'on est à 2,02, je crois, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, ça te coûterait un peu plus cher de le faire racheter, ce qui est un élément aussi à prendre en compte. Ouais. Donc les opérations de rachat soi-même, donc il y a une question de régulation de patrimoine qui les motive et quand les taux baissent, c'est intéressant. Tu récupères un peu d'argent, tu vois, de cette manière. Là, tu es un peu dans l'optique opposée parce que les taux ont un peu progressé. Aujourd'hui, je sais pas combien tu aurais, entre 2,50 et 3 probablement en ce moment même, voilà, dans ces eaux-là. Donc il y a ça à prendre en compte, et ce qui fait que c'est voilà, ça il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour toi de le faire, parce que aujourd'hui ça a un coût, et c'est dommage de le faire sur un bien que tu as depuis longtemps, tu vois, c'est depuis si longtemps, on va dire, qui est bon, voilà, et puis bon, après il y a évidemment les considérations fiscales derrière, de la fiscalisation de vos revenus par rapport à vos revenus aujourd'hui, par rapport à ce que si vous avez une phase de transition, voilà, tout ça est à prendre en compte pour analyser le choix. Ouais, c'est ça qui je trouve aussi, alors pour ma part, qui est pas le plus évident, parce que les idées sont là, mais après d'arriver à calculer et prendre en compte tous ces facteurs, waouh. J'avoue. Ouais, faut poser les scénarios, les chiffres. Tu peux te faire accompagner par un CGP, tu vois, pour poser ça, ou un expert comptable pour poser ça de manière un peu plus précise. En tout cas, sur la partie chiffres, il y a la question matrimoniale au milieu, voilà. Donc, il y a beaucoup de dimensions, hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, mettre en regard ton projet de vie aussi. Tu vois. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Ça entre en ligne de compte, et tu fais pas les mêmes choix, t'organises pas forcément ton patrimoine de la même manière. Si tu prévois, je sais pas,
de développer un business et puis pouvoir éventuellement avoir des revenus conséquents, ou si tu te dis finalement je suis plutôt dans une phase où j'ai atteint un palier que j'aime bien et puis je vais pas avoir forcément une fiscalité très importante. Donc tout ça entre en ligne de compte. Ouais. Ok. T'avais autre chose que tu voulais aborder? Non, voilà les questions en tout cas là et par rapport à ma situation, à l'évolution de la situation, et là tu m'as ouvert aussi des voies de réflexion, et ça je trouve ça cool. Non, je suis retourné un peu dans la formation aussi dernièrement, donc histoire de me remettre aussi un peu des idées en place, parce que il y a toujours des choses qui nous passent à la trappe, ou à force avec l'expérience on revient sur des choses et ça nous donne des nouveaux éclairages, donc c'est plutôt super cool. Donc, et d'ailleurs tu as dû voir que depuis 2017 tu as accès maintenant à une formation beaucoup plus à jour et complètement évoluée. Ouais. Ouais. Donc voilà, je voulais encore te remercier vraiment, parce que ça a changé vraiment beaucoup de choses alors ça a changé dans notre style de vie, dans notre manière de vivre, mais ça a changé surtout aussi dans le mindset, en fait, dans la réflexion, dans comment envisager les différents projets, nos projets de vie, et comment les aménager aussi avec cette vision-là, qui pour moi fait une totale différence. Comparé à certaines personnes, j'ai des proches, des amis qui sont à des années-lumière de tout ça, et en fin de compte, c'est vraiment dommage pour eux, parce qu'ils pourraient profiter aussi pleinement. Alors, c'est pas faute de semer les graines, hein, mais chacun va à son rythme et chacun fait comme il veut. Hein. Mais j'avoue que vraiment ta formation est top, et t'es vraiment de super bons conseils, et j'aimerais même que tu sois là plus souvent, toi. Merci. Écoute, c'est fait pour, hein, c'est fait pour. Mais c'est vrai que quand t'es dans la matrice ou t'es en dehors de la matrice, quoi. Hein, voilà, les gens qui sont dans le métro boulot dodo et ne se rendent pas compte que d'autres choses sont possibles, que ils peuvent aussi travailler sur leur patrimoine et pas juste pour quelqu'un d'autre. Et oui, après, c'est un parcours personnel à chaque fois. Hein. Ouais, complètement. Donc, avec beaucoup de respect, hein, mais c'est vrai que ça fait envisager les choses vraiment différemment. Ok, écoute, merci beaucoup pour ton étude de cas. Voilà, j'espère que ça éclairera ceux qui nous ont regardés, que ça les inspirera, que voilà, leur montrer que chaque parcours est en plus unique, que chacun part d'un point de départ, optimise comme il peut, et puis aussi il y a la vie, il y a la vie au milieu, et puis il y a on ne faut pas l'oublier quand même. On n'est pas que des investisseurs. Et puis voilà quoi. Ouais. Cool. Merci beaucoup, Michael. Et puis, je souhaite aussi que ça puisse servir à des gens, parce que voilà, je pense que on peut tout faire, tout dépend comment on le fait, et peu importe, l'important c'est d'y aller. Voilà, parfois il faut sacrifier certaines choses, mais en comparaison de ce que ça apporte, ça peut valoir le coup. Comparé à certains sacrifices que les gens font tout le temps en ne faisant rien. Là, au moins, c'est faire des choses pour soi. Donc, c'est cool. Ok. Merci à toi, Jérémy. Merci à toi, Mickaël. À bientôt. Ciao.